Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons l'honneur de recevoir ce soir l'écrivaine Alice Zeniter et l'historien Louis-José Barbançon pour évoquer les relations qu'entretiennent la fiction, la mémoire et l'histoire autour du dernier roman d'Alice Zeniter intitulé Frapper l'épopée. Alice Zeniter et Louis-José Barbançon, bonsoir à tous deux et merci de votre présence. Quelques mots pour vous présenter et peut-être, et n'hésitez pas à me corriger si besoin. Alice Zeniter, vous êtes l'autrice d'une dizaine d'ouvrages, des romans primés, parmi lesquels L'Art de perdre, paru aux éditions Flammarion en 2017, qui a été récompensé, entre autres, par le prix Goncourt des lycéens. Vous avez à votre actif aussi des essais, Je suis une fille sans histoire, en 2021, et toute une moitié du monde chez Flammarion en 2022. Et vous êtes également dramaturge, metteur en scène et scénariste. Vous êtes venu en Nouvelle-Calédonie à plusieurs reprises, et notamment dans le cadre du Silo en 2019, Silo organisé par la Maison du Livre. Et en août 2024, vous publiez Frapper l'épopée, donc ce dernier roman, qui, je puis dire, a frappé les esprits, puisque la Nouvelle-Calédonie, qui est au cœur même de ce roman, était au moment de la sortie de l'ouvrage encore au cœur de l'actualité, suite aux émeutes de mai dernier. C'était une surprise un petit peu pour vous? Oui, et ce micro fonctionne? Alors, peut-être que... Pardon. C'est peut-être car je ne l'avais pas allumé. C'est une excellente raison pour un micro de ne pas fonctionner, excusez-moi. Oui, c'était... Il est difficile de faire cette réponse parce que cette réponse va être profondément égoïste par rapport à ce que vous avez vécu ici de cette année dernière sur ce territoire et qui n'est évidemment en rien comparable avec ma situation d'écrivaine qui se retrouve dans un mauvais état de prise de parole. Mais je peux dire en effet que la situation pour moi a été compliquée dans le sens où je comptais publier un roman et sur un territoire auquel peu de personnes en France pensent de manière régulière et peut-être vous me faire découvrir de manière complètement nouvelle un territoire auquel peu de personnes pensent en France de façon régulière, et je me suis retrouvée à devoir commenter une situation réelle, politique, sociale, qui avait tout à coup sauté sur les devants des écrans, et ce territoire qui était inconnu ne l'était plus tout à fait, mais était associé uniquement à des images de violence. Et tout à coup, voilà, on me sommait d'expliquer ce qui était en train de se passer. Et c'est pas mon travail. Enfin, je suis pas très forte pour ça. Et d'un autre côté, je pouvais pas refuser de parler de ce territoire auquel moi-même j'avais consacré 2 ou 3 ans de ma vie et d'écriture parce que je le trouvais profondément beau et que j'avais envie d'en parler. Mais voilà, mais pas dans cette situation-là. On va évidemment revenir au roman véritablement. Louis-José Barbançon, vous êtes un historien bien connu des Calédoniens. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le bagne, l'archipel des Forçats paru aux presses universitaires du Septentrion, le mémorial du bagne aux éditions Au Vent des Îles, mais aussi Le pays du non-dit, La terre du lézard, et plus récemment À la recherche du nous en 2022. Des écrits qui ne relèvent pas de la fiction, mais qui révèlent en tout cas votre goût pour les récits. Vous avez ça. Bon, d'abord, merci de la présentation. Je voudrais, avant que l'on commence, remercier l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je voudrais tout d'abord remercier l'Université de la Nouvelle-Calédonie de nous recevoir, de nous avoir donné cet espace, puisque je vois qu'il y a des jeunes du pays qui sont là. Je voudrais juste leur rappeler qui était Guy Aniel, parce que cet amphi s'appelle Guy Aniel. En 1967, c'est l'année où Guy Aniel passe son bac. Nous étions dans la même terminale en philo. À l'époque, il n'y avait que 3 disciplines possibles: philo, sciences expérimentales et maths LM.
Nous sommes 50 à passer le bac en 1967. Et il n'y a qu'un seul canard qui passe le bac. Il s'appelle Martin Hamou. Il deviendra de Chabri. Il deviendra plus tard le gendre de Dikukewe en ayant épousé Ivan. Guy était originaire de Wailou, d'une famille très modeste de Wailou. Sa maman tenait un petit commerce et il portait un métissage sur lui, il y a eu plusieurs métissages. Il faisait partie de ceux qu'en langue calédonienne on appelle par un terme qui ne veut rien dire en langue française, qui s'appelle les purs métis. Et ce que je veux vous dire, c'est que lui était à l'internat. À l'époque où à l'internat, il y avait Fautolu, qui deviendra premier magistrat canal, et bien d'autres encore. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. Rien n'indiquait qu'il allait avoir cette carrière-là au vu de ses origines sociales. Surtout Wailou, c'était très loin à l'époque. Il n'y avait pas de lycée. Il était obligé de venir à Nouméa. Il était à l'internat. Simplement pour vous dire aux jeunes qui sont là, il n'y a pas de fatalité. Il y a du travail. Et avant d'arriver où il est arrivé, il a fallu qu'il travaille énormément. Il est sorti parmi ceux qui ont une mention au bac. Il a fait des études à Montpellier de droit. Il a commencé aussi à enseigner à Montpellier avant de venir ici. Et c'est pour ça que pourquoi je souhaitais vous parler de lui pour deux choses. D'abord vous dire que, évidemment, d'un point de vue politique, on n'était pas du tout tous les deux sur la même longueur d'onde, mais que ce n'est pas une raison. Et c'est important, après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, de bien faire comprendre aussi à la jeunesse qu'on peut respecter les idées de l'autre et on peut parler de quelqu'un même quand on n'a pas partagé ses combats politiques. Ça me semble important de le dire. Voilà, j'ai parlé du lieu parce que dans ce pays, il faut d'abord honorer le lieu où l'on est, d'abord honorer la terre, ensuite seulement les femmes et les hommes qui sont dans ce lieu peuvent parler. C'est à notre tour maintenant à parler, mais d'abord on rend hommage au lieu. Je vous remercie. Merci Louis-José pour ce message d'encouragement pour les étudiants. Je pense que c'est important et je pense que le message est entendu. Donc merci donc à vous deux d'avoir répondu présent à cette invitation et de venir parler de Frapper l'épopée. Donc vous êtes une écrivaine, un historien, et contrairement aux apparences, vous avez tous deux de nombreux points communs. Celui, vous intéressez à l'histoire, mais sans doute peut-être un intérêt plus vif encore pour les trous persistants dans la mémoire, et notamment dans la mémoire de l'histoire coloniale. Alors vous vous êtes rencontrés lors du précédent séjour d'Alice Zéniter, et on comprend dans les remerciements que vous faites dans le roman que les échanges entre vous se sont poursuivis lors de l'écriture, ou en tout cas de la préparation de Frapper l'épopée. En quoi cette rencontre, elle est importante pour l'un, peut-être comme pour l'autre, et comment, Alice Zéniter, ça a nourri votre travail? En fait, je pense que assez souvent, quand on me demande d'où est né un livre, j'explique que le livre il est né, qu'il n'y a pas de déclic, qu'il n'y a pas une seule racine, c'est un phénomène de rhizome, qu'il y a énormément de choses qui se passent et qu'on ne peut pas parler du début d'un livre. Là, en l'occurrence, il se trouve que réellement, j'aurais jamais écrit ce livre si, pendant mon premier voyage ici, Louis-José n'avait pas commencé, alors que c'était le premier jour du silo, que j'étais en décalage horaire, que tout me paraissait vraiment flou et brumeux, à me parler des Algériens du bagne de Nouvelle-Calédonie. Et il se trouve que pendant ce premier jour du silo, on partait, on prenait le bus, donc, puisque c'était un événement à l'échelle pays, et que le premier jour on passait par Bourail, et que donc il a commencé à me parler de ça, à me montrer des détails sur les endroits où on s'arrêtait, qui montraient qu'il y avait eu une présence arabe et musulmane ici, les croissants de lune dans les sculptures du bois,
Et en fait, oui, je suis repartie. Ce premier séjour, il a été très court, mais je suis repartie en ayant pris connaissance d'une histoire qui m'avait toujours échappé jusque-là. Et puis, avec le livre que Louis-José et Christophe m'avaient donné à la fin de ce silo. Et une fois rentrée chez moi, j'ai continué à me plonger dans ces recherches et en fait et à lire tout ce que Louis-José avait pu par ailleurs écrire sur le bagne et à lui envoyer des mails de temps en temps, et quand Louis-José produisait des choses nouvelles, il me les envoyait aussi. Et on a eu, avant que je revienne, un échange qui était aussi basé sur le fait qu'il a des très bonnes formules d'écriture. Et donc, parfois, j'essayais de vérifier si c'était une sorte de terme d'expression commune ici, et donc si elle appartenait à l'imaginaire commun, je pouvais la reprendre, mais si elle appartenait à Louis-José, j'avais pas le droit de la reprendre. Donc voilà, il fallait établir un partage de territoire aussi. Et donc on a fait ça, et puis quand je suis revenue plus longtemps, on a pu avoir des conversations autres qu'à l'écrit. Et pour vous, Louis-José, la rencontre d'Alice Zeniter, c'était surprenant de rencontrer une autrice jeune qui s'intéresse à l'histoire coloniale, l'histoire des Algériens, et éventuellement celle des déportés algériens. Je dois donner ma version alors. En fait, on a commencé à parler un point et demi, puisque sinon, c'était un point et demi, c'est ça. Mais on a bougé partout. Et c'est en redescendant en car que j'ai beaucoup évoqué l'histoire des Algériens. Alors bien entendu, ceux qui me connaissent savent, bon, il faut que j'étale ma science, quoi. J'ai étalé, parler de Tareski El-Bachir, qui a été le grand, la taille si vous voulez, ou plutôt ce serait Ataï qui serait le Tareski El-Bachir, qui a été le grand rebelle du côté français et le grand héros national de Kabylie, la résistance à la colonisation française, qui a été d'ailleurs décapité à Constantine, et dont un certain nombre de lieutenants ou de parents de lieutenants ont été envoyés condamnés aux travaux forcés en Nouvelle-Calédonie, dont l'arrière-grand-père de Christophe Sand, qui est là, Lounès, qui faisait partie de ce qu'on appelait la bande Tareski. Et moi j'étale tout ça. J'avais pas encore lu le premier livre, le livre L'art de perdre d'Alice, et en arrivant, je suis allé acheter un Nouméa, je lis le livre, et dans le livre, bien entendu, il y a des pages entières sur Tareski El-Bachir, et je me suis senti un peu bête, parce que, évidemment, je vais raconter une histoire qu'elle avait racontée dans son livre, en la connaissant encore bien mieux que moi, et donc, par mail, je ne lui ai fait pas de ma gêne, quoi, et je crois que c'est comme ça aussi que ça a approché. Elle m'a répondu, mais non, tu te trompes. Écouter une histoire que l'on connaît, racontée à 20 000 km de distance d'une façon différente, ça change tout. Et c'est ça aussi. C'est là la rencontre. Voilà, je ne crois pas que cette anecdote pour moi illustre bien la rencontre, cette valeur à la fois intellectuelle, imaginative, et puis aussi dans une rencontre, il faut une dose de confiance. S'il n'y a pas cette dose de confiance, nous les insulaires, on est compliqués, hein, quand même. Je veux dire, l'autre qui arrive, il faut aussi qu'il s'adapte, on le regarde faire, on regarde comment il se conduit, on est un peu méfiant quand même. Donc c'est tout ça l'insularité en même temps. Donc voilà, sans cette dose de confiance, après, c'est difficile d'aller plus loin. Et voilà, par ce type de parole, ça permet aussi d'aller plus loin. Et je suppose que c'est aussi à l'origine, un petit peu en tout cas, du Frapper l'épopée. Alors, Frapper l'épopée, justement, on y vient, raconte l'histoire de Tass, une jeune Calédonienne qui, ayant commencé sa carrière professionnelle en tant que journaliste en France,
revient en Nouvelle-Calédonie suite à une rupture et se lance dans une double enquête, l'une personnelle autour de ses ancêtres, donc déportés algériens en Nouvelle-Calédonie, et l'autre autour de la disparition de 2 de ses élèves, 2 jeunes Kanaks, qui seraient probablement liés à un groupe d'activistes indépendantistes assez original. Alors en quoi la fiction, plutôt que d'autres formes d'écriture, puisque vous en pratiquez bien d'autres à l'IS Zénitaire, vous semble plus apte à réinvestir là où les mémoires, peut-être la mémoire déjà pour commencer, et est-ce que l'illusion référentielle que permet la fiction permet selon vous de mieux sensibiliser le lecteur? Alors, c'est une question qui est très vaste. Je vais commencer d'abord en disant que l'ancêtre de Tass n'est pas un déporté mais un transporté, car l'historien à ma gauche ne me permettrait pas de laisser passer. Exactement. Je donnerais l'impression d'avoir mal lu ses livres et ce serait très mauvais pour cette rencontre. Donc transporté, ce qui veut dire droit commun, et pas déporté, prisonnier politique. En fait, la place de la fiction, pour moi, elle est extrêmement importante quand on s'empare d'histoires qui s'inscrivent en fait dans une histoire coloniale, où on sait que l'histoire coloniale avance toujours en fragmentant le nous, le grand nous, en créant en permanence des eux et des nous et des hiérarchies en fait entre au sein des eux, comme des hiérarchies au sein des nous, et qu'en fait, dans cette fragmentation et dans cette hiérarchie sociale, raciale, on limite l'empathie. L'empathie que nous, on a, elle est réservée aux nôtres. Et les nôtres sont une toute petite partie de la population. Et donc on ne va pas avoir de l'empathie pour l'autre partie de la population. C'est ce que j'ai observé quand je travaillais sur l'Algérie, dont est originaire ma famille paternelle, et notamment donc, sur les récits et les mémoires multiples de la guerre d'Algérie, qui a conduit ma famille paternelle à devoir quitter le pays en 62, puisqu'ils ont été considérés comme harkis, comme pro-français, c'est-à-dire il y a des fragmentations du nous. C'est des Arabes, alors les Français n'ont pas d'empathie pour eux, mais ce n'est pas des Arabes qui sont des indépendantistes algériens, ils ne seront jamais algériens. Donc en fait, les Algériens disent que c'est un peuple de traîtres, et au bout d'un moment arrive une faille dans laquelle, puisqu'on est dans le nous de personne, c'est comme si personne n'avait de l'empathie pour nous. Et j'ai l'impression que la fiction, elle permet en fait d'élargir en permanence cette expérience de l'empathie. De dire, en fait, même si les personnages n'appartiennent pas à votre communauté, même si on prend un personnage qui vous est opposé en tout, en âge, en genre, en race, en classe sociale, l'expérience de la lecture d'un roman ou du visionnage d'un bon film, ça nous permet de trembler, d'aimer, de pleurer, de tomber amoureux et amoureuse avec des autres. Avec des gens que l'on rangerait dans la catégorie différents, juste si on les croisait dans la rue. Et donc pour moi, c'est un texte qui est extrêmement important quand on raconte ces histoires coloniales-là. Édouard Glissant dirait qu'il faut rabouter, au sens de réussir à remettre ensemble toutes les histoires d'écarquiller. Et c'est ça que pour moi l'empathie permet de faire à travers la fiction. Est-ce que, au-delà de l'empathie, est-ce que c'est peut-être aussi le moyen de rappeler qu'il n'y a pas de conflit de mémoire? Mais en fait, il y a des conflits de mémoire dans la mesure où il y a des communautés mémorielles qui portent des mémoires qui se rencontrent pas et qui peuvent se contredire. J'imagine. Dans le cas de la guerre d'Algérie, par exemple, il y a des conflits de mémoire. Très clairement, entre les communautés qui portent différentes mémoires, il y a des conflits de mémoire et il y a une peur que la mémoire de l'autre vienne empiéter sur la place que pourrait avoir ma mémoire. Et encore une fois, ça revient tout le temps à des termes d'empathie. C'est-à-dire une peur aussi que si vous avez de la pitié pour cette expérience racontée par telle communauté, vous n'allez pas pouvoir entendre ce que moi je vous dis de la blessure de mon père qui était appelé. Et peut-être que vous n'allez pas pouvoir entendre ce que moi je vous dis de ma grand-mère qui était juive, pied noir à Oran. Comme s'il y avait vraiment un stock
limités, comme un petit paquet de bonbons, quoi, et qu'on ne pourrait pas les distribuer à tout le monde, et donc il y a une guerre qui se fait autour de ça. Mais ça, c'est les guerres des petites communautés mémorielles entre elles. C'est pas le travail de l'historien et de l'historienne. Et moi, qui arrive après comme autrice en m'appuyant sur les travaux des historiens et des historiennes, je suis aussi libre de ça. Ouais. Et pour vous, Louis-José, enfin pour toi, pardon, du coup je sais plus si je vous vois ou si je tutoie, quel rôle joue la fiction dans la réflexion autour de la mémoire et de l'histoire? Est-ce que l'expérience de la fiction pour un lecteur peut conduire à l'histoire? Je pensais particulièrement peut-être aux jeunes. Est-ce qu'on peut s'intéresser plus à l'histoire par la fiction? D'abord dire que, en plus d'avoir saisi cette fragmentation de la société coloniale, Wallace Cotra, il emploie un autre terme, il dit que souvent dans ce pays, les gens sont assignés à résidence, quoi. Ça revient en même. Un accent en tribu, comment les libérés n'ont pas le droit au 19e siècle, ils n'ont pas le droit de circuler, les condamnés sont là, on doit rester on est assigné à résidence, chacun doit rester dans son coin. Et donc on ne va pas faire de mal à l'autre, mais en même temps, c'est quand même l'autre. Voilà, ça c'est un des fondements de la société coloniale. Après, en dehors de la fiction, ce que je voudrais dire aussi, ce qu'elle ne veut pas dire, Alice, c'est le courage. Oui, c'est le courage d'écrire dans le livre que, ben voilà, le grand-père s'est transporté. C'est pas un déporté des messages, c'est pas un truc de courage. Si, parce que là, ça veut dire, et elle le dit très bien, mon grand-père, enfin l'arrière-grand-père de Tasse, enfin de l'héroïne, il n'a pas vécu ce qu'ont vécu les déportés algériens, c'est-à-dire ceux qui étaient des politiques, c'est-à-dire ceux qui étaient tout autour de Moncrani et qui avaient participé à la révolte kabyle, qui avaient un statut particulier, qui gardaient leur chéchia, qui n'étaient pas condamnés aux travaux forcés, qui avaient un statut différent, de même que les communards avaient un statut différent des forçats. Or ça, je veux dire, c'est pas si simple d'avoir compris que, et le personnage de l'arrière-grand-père là est bien ressenti, quoi, du fait que lui, il a vécu la vie d'un forçat, il n'a pas vécu la vie d'un déporté politique. Et donc, même à l'intérieur du monde algérien, on dit, en Calédonie, on dit arabe, du monde arabe, qui est exilé en Nouvelle-Calédonie, il y avait aussi une hiérarchie, et il y avait aussi c'est une fragmentation, il y avait aussi une assignation à résidence. L'autre courage, enfin, et ça je crois que c'est vraiment, vous ne vous rendez pas compte, c'est d'avoir bien montré dans la fiction comment ces déportés politiques algériens qui s'étaient révoltés contre la colonisation française participent ici à la répression de la révolte kanak. Ça, il fallait avoir le courage de le faire. Nous, on le sait. Et quand on va en Algérie, on est allé en Algérie avec Christophe et Tayeb Baïfa. On a présenté l'exposition qu'on a préparée avec Christophe Son, Khaledoun. Khaledoun, c'est la Calédonie en arabe. Toute l'exposition que nous avons faite à l'Institut du monde arabe à Paris a été présentée en Algérie, au milieu de la grande exposition qui a été faite pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Toute notre exposition a été traduite en arabe. C'était une fierté pour nous qui sortions d'ici, là. Mais vous savez, le seul panneau qui a été supprimé était le panneau où on parlait justement de la répression contre les Kanaks à laquelle participent les transporteurs arabes. Parce que c'est interdit de dire ça là-bas. Mais Alice, c'est petit, quoi. Et en dehors de parler de fragmentation et tout ça, moi je voudrais souligner quand même la romancière qui ose et qui va sur des sujets qui sont considérés comme des sujets tabous et qu'on n'a pas encore le droit de dire. Et c'est ça aussi que, moi historien, je m'excuse, mais c'est ça que ton livre apporte aussi. Voilà. Et je crois qu'on peut le dire ici.
Alors, Alice Zeniter, vous avez un goût indiscutable pour l'histoire et vous avez effectué un travail de documentation extrêmement important. C'était, selon vous, nécessaire pour évoquer un espace qui souffre, un espace de la Nouvelle-Calédonie qui souffre d'invisibilisation. Là aussi, à mon sens, il y a quelque chose de courageux comme un sujet à traiter en Nouvelle-Calédonie. C'était nécessaire. C'était nécessaire tout d'abord pour être bien renseigné. Tout simplement, c'est pas, il n'y a pas une spécificité en ça du territoire qui ferait que j'aurais à travailler. Oui, si, quand même. Si. Non, mais disons que de toute manière, je considère qu'être écrivaine de fiction ne me permet pas, ne me donne pas le droit de ne pas me renseigner correctement sur un territoire où je vais ancrer un récit. Et c'est une ligne, d'ailleurs, la documentation et la manière de se renseigner et le moment où il faut s'arrêter qui est assez fine. Pour moi, j'ai du mal à l'établir. On avait échangé avec Christophe Somme sur ça par mail, sur le fait que finalement, quand je suis venue à Nessadiou, je suis venue assez rapidement. J'ai rencontré Taïeb Haïfa, mais après, je suis repartie sans m'être présentée officiellement, sans dire ce que je faisais là. Et parce qu'en fait, il y a eu un moment où je me suis dit que si j'engrangeais trop d'informations sur les vies réelles des gens, j'allais plus pouvoir écrire sans avoir peur d'être en train de les voler. Et que à partir du moment où j'empruntais trop directement à leur vie aussi, j'allais être responsable de beaucoup de choses. Enfin, si les personnes que je croisais se reconnaissaient après dans les personnages, alors c'était mon devoir en fait de ne pas leur faire de peine. Et élaborer de la fiction comme ça devient compliqué. Donc il y a eu un moment où je me suis dit, il faut que j'arrête de frôler de trop près les personnes et d'être tentée de décrire sur elles. Il faut que je retourne vers une documentation un peu plus bibliovore et que je protège les gens que je pourrais être tentée de vampiriser, pour employer un mot qui est un peu dramatique, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais alors oui, il y a effectivement ce que vous êtes allé rechercher sur le terrain et ce que vous avez, ce que vous avez emmagasiné lors de vos séjours. Mais quand on vous le lit, on ressent quand même très fortement aussi votre désir de permettre aux lecteurs hors du Pacifique de se représenter la Nouvelle-Calédonie, au risque peut-être de tomber un peu dans la surenchère de détails. C'est pas quelque chose qui vous a effleuré ou vous fait peur? Moi je suis une fan de Zola. C'est-à-dire, moi, une description de la mine dans Germinal où il y a les 60 types de rivets qui tiennent les poutrelles métalliques, c'est ma vie. Si j'avais assez de place pour me les tatouer sur le corps, je les aurais. Donc non, beaucoup. En fait, les détails techniques, les noms des choses, la joie de nommer, d'utiliser des noms que moi j'utilise pas dans ma vie. C'est pas. En fait, encore une fois, ça c'est quelque chose qui appartient à une démarche globale d'écriture chez moi et qui est pas lié là au fait que j'écris sur la Nouvelle-Calédonie. En revanche, là où vous avez tout à fait raison, c'est que c'est un livre que j'ai écrit pour un lectorat qui n'est pas calédonien. En fait, bien sûr qu'en fait, quand j'écris ce livre, moi je pense à mes amis à la maison, je pense à ma mère. Je pense toujours à ma mère qui a parfois des jugements très durs sur mes livres. Et donc je me dis, tiens, j'aimerais que ma mère aime bien ce livre. J'aimerais que ma mère comprenne pourquoi je suis partie 2 mois et demi au bout du monde. Et donc je pense à des gens qui sont installés en France. Évidemment, je ne me dis pas, tiens, je vais raconter la Nouvelle-Calédonie à des locaux. Ça n'aurait aucun sens.
Donc je pense que la difficulté de lecture, elle peut être plutôt pour vous, en fait. Parce que j'explique et je raconte des choses avec une joie d'enfant qui les a découvertes, à vous qui savez très bien que ça existe, en fait. Et donc ça crée une différence, mais c'est aussi quelque chose auquel je suis habituée. Il y a 10 ans, plus de 10 ans, j'ai habité pendant 3 ans à Budapest, où j'enseignais le français, et j'ai écrit un roman qui s'appelle Sombre Dimanche, et qui raconte l'histoire d'une famille hongroise, 3 générations d'une famille hongroise à travers le XXe siècle, et les changements, les bouleversements en fait, géopolitiques qui se passent dans ce pays, qui passe d'un empire à une république socialiste, à une démocratie néolibérale à la fin du siècle. Et en fait, quand je travaillais dessus avec ma traductrice hongroise, pour la version hongroise, elle a coupé un 5e du livre, parce qu'il y a une partie du livre qui est moi qui raconte la Hongrie au français. Et que, évidemment, en fait, c'est insupportable pour un lectorat hongrois, donc il faut enlever des choses. Donc j'imagine que s'il n'y avait pas une traduction, mais une sorte de version calédonienne de Frapper l'épopée, peut-être on enlèverait des explications que vous avez déjà tous et toutes ici. Mais oui. Alors Louis-José, la question de l'invisibilité quelque part de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas de son manque de représentation, c'est un sujet que vous avez évoqué. Vous avez eu une très belle phrase qui dit « Tant qu'on n'a pas écrit, on n'existe pas », et vous avez tenté au fil de vos ouvrages de remplir cela, mais quand vous voyez justement une œuvre, un ouvrage de l'extérieur, si je puis dire, qui vient de métropole, mais qui parle de la Nouvelle-Calédonie, c'est là encore, c'est rompre avec cette invisibilité, et pour autant, la complexité de l'archipel, elle est dure à rendre, ou non, c'est rempli. D'abord, qui dit insularité dit complexité. Donc, quand on veut écrire sur l'île, on rencontre forcément la complexité, parce qu'il n'y a pas... on ne peut pas aborder par un grand nombre de populations sur lequel ou une grande superficie sur laquelle on va pouvoir tirer des grandes conclusions ou des grands principes. Tout est l'île, c'est quand même la complexité dans sa composition, dans le fait que dans une île, les rapports amoureux sont toujours exacerbés. Voilà, il y a plein de choses. Et en plus, quand une île elle est montagneuse, ça crée des endroits avec des vallées, etc. etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui jouent. Mais je crois quand même que ce qui est important, c'est que, parce que je sais qu'il y a eu des réactions là-dessus, c'est que l'insulaire, il doit savoir, il connaît les limites de son île, il connaît les limites de sa création, il connaît les limites de son invention. Et il sait très bien qu'à un moment donné, le renouveau va venir de l'extérieur. Et il attend ce renouveau, d'une part, et en même temps il le craint. C'est cela l'insulaire, parce que dans chaque insulaire, il y a toujours cette crainte du tsunami, de la vague qui va arriver, et puis qui va tout détruire et tout emporter. Il y a toujours cette recherche d'harmonie, et puis en même temps, il y a la recherche de savoir quel autre est-ce que quelqu'un peut apporter un autre regard. Et ce regard, je le répète, il peut être que complémentaire. Il ne peut pas être... Nous, on a trop vécu ici sur le fait que le regard de celui qui est arrivé de l'autre côté du récif, c'était forcément le regard supérieur. De toute façon, si on ne le vivait pas, on nous le faisait bien sentir. C'est clair. Donc il y a un moment où il faut quand même que celui qui arrive de l'extérieur tienne compte du regard de l'insulaire, de l'approche historique, de l'approche de sa façon d'écrire, de sa façon de prendre les choses. Et en même temps, celui qui est ici doit aussi comprendre qu'il a besoin du regard des autres pour mieux connaître son île. Surtout quand on traverse des périodes comme on traverse son île. Il y a des choses qu'on n'a pas vues alors qu'on est ici. Il y a des choses qu'on n'a pas compris, il y a des choses qu'on n'a pas vues pour revenir alors qu'on est ici. Et c'est là qu'on a besoin aussi de ce regard extérieur qui se porte et qui apporte. Donc, moi, j'ai pas de... Contrairement à ce qu'on peut penser, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Maintenant que ça rende plus visible
la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que je préfère que la Nouvelle-Calédonie soit rendue plus visible à travers un roman qu'à travers des incendies ou des morts, comme on a vu dernièrement, c'est clair. Voilà, je dirai pas plus là-dessus. Je pense important de comprendre qu'il faut accepter l'idée que quand un insulaire il monte sur sa colline, là, sur la crête, là, ben, il ne voit pas que du bleu devant lui. Il voit aussi un monde avec sa vision à lui, et que cette vision-là, elle est aussi honorable et importante que l'autre. Parce qu'on a toujours l'habitude de regarder l'île de l'extérieur, mais l'île aussi regarde le monde. Et c'est cette rencontre-là, entre le regard de l'insulaire et le regard de celui que vient, c'est de là, c'est de cette confrontation, qui peut être amicale ou contre pas, mais c'est là toute la force de la création, et elle se trouve là. Alors pour revenir aux relations entre fiction, mémoire et histoire, donc elles sont au cœur de l'œuvre, au cœur du roman. Elle l'était déjà dans L'Art de perdre en 2017, où vous reveniez notamment avec le personnage de Naïma sur la recomposition de la mémoire d'une famille algérienne, vous l'avez dit, notamment d'une famille algérienne considérée comme des harkis. Je lisais dans un article du Monde qui vous concernait une réflexion de la journaliste Raphaël Léris, qui disait que L'Art de perdre installe les harkis, je la cite, dans l'histoire littéraire. Je me demandais si vous semblait nécessaire de faire une place à la Nouvelle-Calédonie aussi dans l'histoire littéraire. Un peu dans le même ordre d'idées. C'est pas, disons que, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et d'un autre côté, cette formulation, elle peut m'effrayer aussi parce qu'elle peut ressembler à une démarche de conquête. C'est-à-dire, elle se fait dans deux sens. C'est de dire ok, dans l'histoire littéraire, il faut faire de la place pour celles qui n'ont pas été racontées. Et ça peut être tout à fait louable. Et je pense qu'il y a une part de ça qui s'inscrit dans mon travail. Mais le problème, c'est que le miroir inverse de ça, c'est je vais donc aller conquérir un pays qui n'a pas été raconté et planter mon drapeau littéraire dessus. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est le fait d'écrire, comme là le disait Louis-José sur l'île et l'insulaire. C'est en fait venir tisser des histoires qui existent déjà, trouver une manière de les écouter et une manière de les faire rentrer ensuite après dans le livre. De leur donner la bonne place. Disons que c'est peut-être ça qui m'occupe le plus, c'est de me dire, dans la forme de mon livre, comment je peux donner la bonne place aux histoires internes. Ouais. Est-ce que, peut-être là, vous pouvez me répondre l'un comme l'autre, est-ce que la fiction, ça peut constituer un lieu de mémoire, pour reprendre la formule de Pierre Nora, dans le sens où l'entend Pierre Nora? Alors, oui, absolument, et ça me permet aussi de revenir sur la spécificité que je trouve que Louis-José a dans son travail d'historien. En fait, je trouve que le travail qu'il mène allie deux côtés qu'on voit rarement dans l'histoire, à savoir la démarche de recherche académique, universitaire, et la nécessité de constituer une sorte d'album de photos de famille qui appartient à l'intime et au familial. Et c'est de dire, voilà, en fait, faire des recherches sur ce pan-là de l'histoire de l'archipel, c'est aussi redonner des noms, redonner des visages, redonner des détails de vie sur les ancêtres de mon voisin, de mon ami, et ça, je trouve ça très beau, parce que notamment, moi, j'ai dû, en faisant des recherches sur ma famille, affronter le fait que toutes les archives que je trouve, c'est des archives
c'est des archives coloniales qui traitent en fait, les biens comme des indigènes, et donc en fait les descriptions des villages kabyles contiennent toutes des annotations racistes sur le fait que c'est des gens qui ont l'équivalent de 8 ans d'âge mental, à part quand il s'agit d'exercer leur valeur marchande, puisque là ils sont rusés comme les Normands, ils sont je trouve pas de photos, parce que les photos elles appartenaient aux blancs des grandes villes, et pas du tout aux petits exploitants agricoles de la montagne. Il n'y en avait pas dans les villages, et donc ce qui reste, voilà, ce qui me passe de l'histoire, c'est quelque chose de très écrasant, où je trouve pas ma place. Et du coup, créer une fiction, c'est faire cette chose qui est donner des noms, donner des visages, créer des détails de vie, raconter aussi ces personnes en disant leur vie, c'est pas uniquement le nombre de morts à la guerre. Leur vie, c'est pas uniquement le nombre de morts pendant les enfumages de la colonisation, qui est un sujet qui est en débat en ce moment dans les médias français. C'est aussi d'avoir aimé la lumière d'un coucher de soleil, d'avoir aimé faire cuire la kessra dans le four, d'avoir appris à leurs enfants comment on soigne l'olive, comment on éloigne certains insectes, de pouvoir raconter ces choses de vie-là. Et comme les archives ne me les donnent pas, la fiction permet de se créer cette mémoire. Ça revient à ça, frapper l'épopée, c'est inscrire cette mémoire. Je posais la question du lieu de mémoire à travers la fiction. Qu'est-ce que la fiction apporte plus que l'histoire? D'abord, l'histoire et la mémoire, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la fiction, en particulier en mémoire? Et c'est surtout dans les pays où l'histoire n'a pas été vraiment faite, ou en tout cas, il n'y a eu qu'une histoire écrite d'une certaine façon. Ceux qui ne se retrouvent pas dans l'histoire qu'on leur propose, eh bien, ils partent, comment dirais-je, ils inventent une histoire puisqu'ils ne la trouvent pas. Alors, ensuite, les historiens se trouvent confrontés avec ce qu'on appelle la dictature de la mémoire. Ils disent non, la mémoire, elle dit ça, etc. Alors qu'on a toutes les preuves que ça ne dit pas le contraire. Et c'est compliqué dans un pays comme le nôtre, où on est partagé d'un côté entre une tyrannie du non-dit et de l'autre une dictature de la mémoire. Quoi. Parce que les historiens n'ont pas fait leur travail au moment où il fallait le faire. Et c'est là que le romancier, la romancière, la fiction arrive, et qu'elle prend toute sa place. Le rapport ensuite entre la fiction et l'histoire. Alors, que ce soit clair, un romancier ou romancière, du moment qu'il rentre dans un genre qui s'appelle le roman, mais il peut délirer tout ce qu'il veut. Après tout, c'est sa liberté complète. L'historien ne doit pas être là pour dire non, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas être comme ça. Le regard de l'historien quand il est consulté, c'est juste de dire au romancier, ça c'est vraisemblable, ça aurait pu arriver, ça c'est impossible. Tu écris ça, mais ça c'est impossible, ça ne peut pas arriver, ça n'aurait pas pu arriver. L'important n'est pas que les choses soient arrivées, mais qu'elles auraient pu arriver. À ce moment-là, ça a une force parce qu'on respecte le lecteur. On respecte le lecteur par les recherches qu'on a fait, etc. Moi, j'ai vu des romans qui me mettent en colère parce que tout ce qui est décrit ne pouvait pas arriver. On me dit, ah, mais c'est la fiction, t'es libre. Oui, mais dans ce cas-là, tu ne dis pas que c'est un roman qui a un caractère historique ou qui se base ou qui se fonde sur l'histoire. Enfin, moi, j'ai été témoin quand le passage sur 1878, Alice, elle consulte Géry de la 1878, voilà. Je veux dire, il y a un minimum, si on veut respecter le lecteur, il y a un minimum de boulot, quoi. Je veux dire, il faut travailler, il y a du travail, on sent quand il y a du travail derrière, après. Bon, mais il ne faut pas être aussi, il ne faut pas que la masse archivistique comme la marche de rencontre soit tellement grande qu'elle écrase le personnage. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous emmagasinez, et ça vous domine. Il faut arriver au moment où c'est vous qui dominez.
ce que vous avez, comment dirais-je, ce que vous avez accumulé. Et à ce moment-là seulement, vous pouvez passer à l'écriture. Mais c'est valable pour l'historien comme pour le romancier. Là-dessus, on est la même chose. Maintenant, le romancier, lui, forcément, a une beaucoup plus grande liberté. Mais moi, personnellement, je respecte toujours plus ceux qui ont fait le travail pour essayer de faire quelque chose qui soit vraisemblable, qui comprennent que transporter puis déporter, c'est pas la même chose. Que, voilà, quand on est condamné par une cour d'assises, on n'est pas condamné par un tribunal d'un juge de paix dans un coin, etc., etc. Il y a un minimum parce que le vraisemblable donne de la crédibilité et finalement donne de la force. Ensuite, alors évidemment, après, il y a le style, il y a la création, il y a l'histoire elle-même, mais quand la fondation est solide, on a plus de chances de faire un bon palais, donc un bon roman. Alors Alice Zeniter, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire calédonienne, mais vous êtes aussi intéressé à la culture ou aux cultures, et votre roman, il propose aussi une vision, à mon sens, syncrétique du temps, de la relation aux ancêtres. Vous faites référence à des éléments de mythe, de Mitch, à mon sens le thème de la gémilité par exemple, sinon à d'autres éléments de la culture kanak, la grotte, le trou d'eau, qui permet à Tass notamment d'accéder au monde des ancêtres. Là encore, à mon sens, la semble signaler que, selon vous, les mémoires, comme les cultures, en tout cas les cultures peut-être comme les mémoires, et donc peut-être les identités, je me risque jusqu'à là, sont poreuses. Je crois que c'est aussi une manière tout à l'heure, je disais quelle place je fais aux histoires qui ne sont pas les miennes, pas forcément les miennes, à l'intérieur de mes livres. Et c'est la question du point de vue en fait, de la personne étrangère qui raconte une histoire. Louis-José disait tout à l'heure, oui, ici on a longtemps considéré que les personnes qui venaient nous dire les choses comme des supérieurs. Et donc évidemment, ma question c'est comment je fais le contraire. Mais sans faire semblant que la culture kanak sur certains points m'est totalement étrangère et pas du tout celle dans laquelle j'ai grandi. Et très rapidement, j'ai eu l'impression que si je me contentais d'exposer des faits, de dire, voilà, en fait, telle personne, tel personnage croit ça, pense ça, j'allais adopter, ou en tout cas ça allait être lu comme une position de surplomb. Et donc la manière de dire, en fait, je veux parler de cette culture sans donner à mes lecteurs et lectrices blancs occidentaux des raisons de ricaner en disant « Ah, il croit qu'il y a des esprits, ah, il croit que... » c'est moi de me jeter dans cette forme-là aussi de manière littéraire, et c'est de dire donc j'accepte le fait qu'il existe des choses, qu'il existe des passages. Et que ces passages-là peuvent créer des ruptures, des enchaînements de narration que j'ai jamais fait dans mes livres d'avant. J'accepte qu'il est possible de rencontrer les esprits des vieux, ou qu'il y a des endroits dans lesquels il se passe des choses plus mystérieuses que d'autres, des endroits du terrain, voilà, des endroits de l'eau, qui sont des endroits où on n'aura pas la même expérience que dans une rue du centre-ville de Nouméa. Et du coup, je l'intègre à la forme même de l'histoire pour dire « ceci n'est pas offert en jugement ». Ceci est ma manière d'essayer de tisser des histoires qui sinon pourraient être fragmentées. Voilà, ceci est ma manière de rabouter, pour revenir à Glissant.
On sent, enfin moi j'ai senti une forme d'oscillation du ton de votre roman entre l'évocation du drame colonial et de ses conséquences et la volonté au contraire de dédramatiser cette histoire, notamment par l'humour. Je pense particulièrement à ce groupe que vous nommez Empathie violente et qui se livre à des actions à la fois infimes, absurdes, de dépossession. Je ne vais pas m'étendre davantage pour laisser le plaisir au lecteur. Pour vous, l'humour, c'est aussi un autre moyen de questionner l'histoire, ou c'est une nécessité de ne pas enfermer la fiction, justement, dans la douleur que représente le choc colonial? Alors d'abord, je pense que l'humour crée un rapport d'horizontalité, puisqu'on parlait de supériorité, dans tout ce qui est je te donne des informations, je t'apprends un truc que tu sais pas, on court toujours le risque de reproduire un rapport de verticalité dans lequel une des personnes est la personne sachante et l'autre est juste là pour recevoir et se taire. En réalité, ça peut être très bien d'écouter et de recevoir et d'apprendre, mais la position de verticalité, elle peut aussi faire très peur. Et donc, si on réussit à faire rire, moi j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui dit nous sommes frères et sœurs d'humanité, nous venons de rire ensemble à cette blague. Tu viens de rire à ma blague, je viens de rire à ta blague, quelque chose entre nous est possible. Et donc évidemment, voilà, j'ai envie que ce soit quelque chose qui arrive. Par ailleurs, en lisant Le Pays du non-dit, après mon premier voyage, il y a un passage dans lequel Louis-José parle de l'humour des Kanaks et dit que c'est insupportable d'entendre des Blancs parler des Kanaks qui sont comme ceci ou comme cela, ou, sans jamais parler de leur humour et de leur rire. Et que c'est une manière, voilà, de leur enlever un morceau d'humanité que de pas reconnaître le fait qu'ils font notamment des très bons jeux de mots. Quand je faisais mes recherches pour frapper l'épopée, il y a eu plein de moments où je me suis dit, tiens, en fait, c'est vrai qu'il y a des personnages, des personnes, en fait, dont je m'étais construit des personnages très, très impressionnants, très sérieux, et qui tout à coup, au détour d'une archive, me font rire. Et Jean-Marie Tjibaou en fait partie. C'est-à-dire, j'y allais. J'allais rencontrer cette figure avec beaucoup d'admiration, et en me disant on ne peut pas être drôle si on est le Nelson Mandela du Pacifique. Et en fait si. Et j'ai eu envie aussi que ces choses-là soient là. Cette idée de dire en fait on peut créer un trio de militants qui aurait une base d'action qui serait drôle. Et les chapitres sur eux, ce serait pas juste une sorte de point par point de leur idéologie ou de la peur qui est créée autour des actions qu'ils mènent, mais ce serait aussi des moments où on s'amuserait en se disant « Ah oui, c'est vrai, le concept de propriété privée est un peu débile. » Voilà, c'est d'essayer de faire rire avec ces choses-là. Alors, Louis-José, je pense que personne n'ignore ici votre esprit vif et moqueur. Et donc je me tourne vers vous pour vous poser la même question quasiment, mais finalement, est-ce que cet humour, alors évidemment ici par la fiction, mais est-ce que l'humour est une façon pour vous aussi de prendre de la distance vis-à-vis de l'histoire et souvent du drame qui est historique? Possible que je sois un peu moqueur, c'est possible, mais je ne suis jamais autant moqueur que les Kanaks. Je ne connais pas un peuple qui est plus moqueur. Ou alors les gens qui n'ont pas compris ça, c'est qu'ils n'ont pas vécu, qu'ils n'ont pas fréquenté beaucoup de Kanaks dans leur vie. Ça c'est sûr. Ça c'est clair. Et on reprend le personnage de Jean-Marie Tjibaou, qu'on s'est présenté comme un sage, etc. Dieu sait que Jean-Marie aimait rire. Et qu'il aimait faire rire les autres. Ça, moi, c'est aussi ce que je garde de lui. Jean-Marie, il était capable d'appeler Taïeb Haïfa à 10h le soir pour lui rencontrer une histoire drôle, pour faire rigoler. Comment on passe à côté de cette humanité aussi qui existe. Et c'est vrai qu'il y a
il y a toujours un moment, quand on se retrouve assis sur une date, etc., où on va voir quelqu'un passer, où on va dire quelque chose sur lui, puis on va commencer à se cacher, puis à rigoler, etc. Ça fait partie vraiment aussi de la rencontre entre nos deux mondes. Et j'aime bien aussi cette expression de rire partagé. Alors, on a perdu beaucoup de choses, en particulier ces derniers mois, mais j'espère qu'on n'a pas perdu aussi le fait de partager, de partager le rire, parce que ça me semble capital pour nous. Pour le reste, c'est-à-dire cette présence des ancêtres, que nous, rationnellement, d'un point de vue cartésien, on n'est pas obligé d'accepter, etc. Mais en fait, alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui avec la jeunesse d'aujourd'hui, mais à mon époque, c'est toujours présent. Moi, je me souviens très bien en 1978, quand je suis allé à Marais pour négocier la possibilité de faire un monument à Marais pour la Monique. Eh bien, les discussions ont duré très très tard dans la nuit. Et quand on allait en campagne électorale, c'est pareil. Pourquoi ? Parce que les choses importantes se disent la nuit. Et c'est une époque où les choses importantes se disaient la nuit. On n'était pas sur TikTok, on n'était pas sur Twitter, etc. Il fallait attendre longtemps. Pourquoi on attendait longtemps dans la case, etc. Pourquoi il y avait les volumes de fumée qui montaient ? Parce qu'il fallait attendre que les esprits des vieux soient là parmi nous pour nous aider à mieux prendre la décision, à mieux comprendre ce que l'on faisait. Moi, je n'ai pas de nostalgie, mais je suis tellement content d'avoir connu ce monde-là, le monde où on prenait le temps de prendre le temps avant de prendre des décisions. On n'était pas dans l'urgence, on n'était pas... C'était pas la même comment dire, urgence du temps, la même conception. Enfin, je veux dire, dans le livre, on retrouve aussi cela. Et comment dire, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'ai appris. C'est tout ce que j'ai appris du monde kanak, c'est ça. C'est ce côté-là, là. Ce côté de, à la fois le rire, mais en même temps prendre le temps, attendre, ne pas se précipiter, etc. Et c'est ça qui a été tout bouleversé par le 13 mai, justement. C'est que, voilà, c'est l'arrivée de l'urgence, etc., etc. Et que, en fait, si l'on doit vouloir reconstruire ou se redresser, il faudra aussi respecter ça. On ne pourra pas faire sans respecter cette façon de faire, mais il faut aussi le réapprendre à une partie de la jeunesse kanak qui était urbanisée et qui a perdu aussi cela. Et alors l'urbanisation, elle a pas. Je tiens quand même à dire qu'il faut arrêter de dire que l'urbanisation a tout détruit, etc. Parce que le Kaneka, sans l'urbanisation, il n'existe pas. Le Kaneka, c'est un cri de la jeunesse kanak, c'est un cri quand il sort, et c'est par rapport à là où ils ont vécu. C'est-à-dire que les quartiers kanak ont créé aussi quelque chose, ont créé un art qui n'existe pas. Il y a de l'art qui sort, de la création qui sort. Quand Paul Moimeau, comment dirais-je, écrit, c'est aussi une création nouvelle. Les nouveaux sculpteurs, ils partent les sculpteurs partent sur des, comment dirais-je, sur des nouveaux thèmes, etc. Tout ça, c'est aussi la ville qui permet la ville ne détruit pas tout, il faut sortir du simplisme. Elle a permis aussi la création d'une forme d'art nouvelle. Bon, le Kaneka et bien d'autres, mais la musique a joué un rôle important là-dessus. En fait, l'évolution d'un peuple, c'est pas seulement le retour systématique aux racines, c'est aussi comment s'appuyer sur les racines, c'est un thème qui est cher à Wallace, et être capable de regarder l'horizon, parce que la racine nourrit, mais l'horizon sublime. Merci Louis-José. Je vois que le temps file, j'ai encore plein de questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais, si vous me le permettez, ouvrir la parole au public. Je vous demanderai de bien vouloir vous signaler afin qu'on vous fasse passer un micro, parce que, évidemment, cette rencontre est enregistrée.
Vous voulez passer à la deuxième question? Oui, sans doute. Vous voulez que je continue? Alors je peux, j'en ai pas de ça va vous sembler décousu. Je veux bien poser la deuxième. Dominique. Une question sur l'origine du livre. Est-ce que c'est quand vous avez fait vos recherches sur la Kabylie, vous en avez appris plus sur la Calédonie, qu'est née l'histoire, l'embryon de ce roman, ou c'est la rencontre avec les Calédoniens quand vous êtes venu aussi? C'est quelques mois après mon voyage pour le silo, donc qui était en septembre 2019. En fait, quand je suis rentrée chez moi, je pense que tout avait tellement été un ailleurs que j'avais pas tout à fait anticipé, que j'ai refermé assez rapidement cette parenthèse. Et j'ai pas repensé à la Nouvelle-Calédonie, j'ai pas repensé à cette histoire des Algériens de Nouvelle-Calédonie que m'avait raconté Louis-José. Je suis rentrée dans ma vie. Et en fait, quelques mois plus tard, il y a eu le premier confinement en mars 2020. Et je me suis retrouvée chez moi à me dire, tiens, quel livre j'ai pas lu? Et dans les livres que j'avais pas lus, il y avait ceux de Louis-José, il y avait Le Pays du Non-Dit, il y avait Calédoune. Et à la fin de Calédoune, il y a une liste de noms des 2106 Arabes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont été envoyés au bagne ici. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est vrai, en fait, qu'est-ce que j'en sais? Je connais si peu l'histoire de ma famille algérienne et je connais rien, en fait, au-delà de mes grands-parents. Et donc peut-être il y a ma famille dedans. Et j'ai passé des heures à éplucher cette liste. J'en parle dans Frappe l'épopée. Il y a un moment où je raconte cette chose-là, c'est-à-dire de me dire, oui, mais en fait, les noms de famille ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire quand les noms de famille sont des Ben ou des Ou, c'est-à-dire des fils d'eux, ils évoluent à chaque génération, et donc en fait c'est des patronymes mouvants, et donc en fait finalement je ne pourrais jamais être sûre, donc il faut que je regarde plutôt les lieux de naissance et les lieux d'arrestation, et donc du coup j'ouvre 16 fenêtres sur Google Maps qui est pour essayer d'établir la distance entre chaque endroit et le village de mon grand-père et celui de ma grand-mère, et dans ce flou, dans ce vertige qui arrive de me dire qu'en fait j'ai une proximité possible avec cet endroit du bout du monde qui était jusque-là un endroit du bout du monde que j'avais certes trouvé merveilleux, mais qui était l'ailleurs. C'est engouffré, une nécessité de me documenter, de faire énormément de recherches, et puis arrive ce moment qui déclenche toujours l'écriture d'un livre, c'est-à-dire quand mon entourage commence à me dire, en fait tu nous saoules tous les soirs avec la Nouvelle-Calédonie. Et là je me dis, oui, peut-être il faut que je trouve une autre manière de vivre mon obsession, et ça n'est apparemment pas l'heure de l'apéro. J'ai épuisé toute l'attention de mes amis, je vais donc écrire un livre. Voilà ce qui s'est passé. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je n'ai pas effectivement évoqué le moment, mais j'avoue que j'ai passé assez vite dans les questions, j'avais prévu beaucoup trop, sur le fait que vous preniez la parole en tant qu'autrice à l'intérieur du roman. Il y a un moment où le roman s'arrête et vous, Alice Zeniter, vous prenez la parole. Là aussi, c'est évidemment un choix délibéré que vous faites d'interrompre la fiction pour parler de votre mémoire à vous, enfin en tout cas de la recherche de votre mémoire familiale. Oui. Ah non, c'est que je pourrais élaborer sur ça, mais je me dis que peut-être il y a des gens qui ne l'ont pas lu ou l'ont commencé et ne sont pas arrivés à ce stade-là. Et déjà j'ai donc divulgaché le fait que j'ai utilisé un procédé narratif qui n'est pas le plus commun, donc qui aurait pu ou dû fonctionner comme une surprise, et maintenant c'est raté.
Non, c'est moi qui, à partir du moment où j'ai dit dans le livre, il y a moi en train d'éplucher cette liste, je me suis mis en jeu. Je vais poser une question à Alice. Il y a une des lectrices qui est présente d'ailleurs là, qui, lorsqu'elle a lu ton roman, en tout cas toute la partie qui est romancée, elle a trouvé qu'il y avait beaucoup de dérouilles dans ton roman. Je vais Il y avait beaucoup de références à Dewey Gorodé dans le roman. Oui. Oui, mais c'est vrai qu'une des manières que j'ai de me rendre poreuse à un territoire, à ses histoires, c'est d'en découvrir la littérature. Merci d'ailleurs à Calédo Livre pour cette librairie qui m'a vraiment permis de faire ça, enfin d'avoir la possibilité de lire pendant 2 mois uniquement de la littérature du Pacifique et de m'apercevoir que en fait, quand j'allais dans une librairie en France, quand bien même les librairies bretonnes autour de chez moi ont des rayons axés sur les voyages qui sont en fait assez considérables, et ben en fait cette littérature elle n'est jamais là. Ou alors il y a 1 ou 2 livres et c'est toujours les mêmes, alors que ces livres existent, ils sont écrits par des auteurs et des autrices de talent, ils sont publiés par des éditeurs et des éditrices qui font ce boulot pas toujours facile quand on est une petite maison d'édition de décider quand même de sortir les livres et de les distribuer. Ils sont dans des librairies donc, comme celle-là qui a cette démarche de promouvoir cette littérature, mais il y a un moment où dans la chaîne de distribution et de diffusion ça se casse quand même le nez et on peut passer une vie entière sans la rencontrer, cette littérature du Pacifique. Mais donc j'ai lu beaucoup d'auteurs que je pouvais trouver et j'ai lu et relu certains et notamment Pierre Gop et notamment Dewey Gorodé dont certains poèmes en fait me fascine et je crois que tu sais c'est comme les archives où tu dis à un moment il faut pas qu'on se laisse dépasser par les archives, il faut réussir à prendre le dessus et avec les textes des autres il y a des moments où en fait on est obligé de poser les armes et de dire en fait j'aurais voulu réussir à comprendre ce qui, de ce poème, me bouleverse pour pouvoir le réutiliser moi aussi, l'insuffler dans mon texte, mais j'échoue à comprendre ce qui fait la force de ce poème, donc en fait je vais juste faire 2 pas en arrière et poser le poème à l'intérieur du livre. Et donc il y a 2 endroits où directement il y a des poèmes de Dewey Gorodé parce que je pouvais pas dire ce qu'elle dit mieux qu'elle et que je peux pas expliquer cette force mystérieuse qui émane de ces 2 textes-là. Il n'y a que 2 bouts, les textes originaux sont bien plus longs, mais oui, j'espère qu'elle m'a accompagnée pendant l'écriture du livre. Oui, Jeanne, jusqu'à vous. Bonsoir. Alors, je suis encore au début du livre. Et en fait. Pardon pour les révélations. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est votre manière de décrire ce que pense un insulaire qui va vivre en métropole et qui revient, et cette espèce d'échange qu'elle a avec un métropolitain qui a une espèce de condescendance vis-à-vis de son île, son insularité, et elle aussi qui a du mal à complètement s'acclimater à la ville. Et je me demandais, est-ce que vous-même vous avez expérimenté cela de par toutes vos recherches, ou si c'est je sais pas, c'est quelqu'un qui vous l'a insufflé pour que vous arriviez à le retranscrire aussi justement.
Je pense que le fait d'arriver dans une grande ville pour des études et d'avoir l'impression tout à coup de venir d'un monde étranger, c'est une expérience qui est la mienne, au sein même d'un espace finalement assez restreint, parce que moi je viens d'un petit village de Basse-Normandie et je suis allée à Paris pour faire mes études. Mais je vois à quel point tout à coup il peut y avoir une sorte de déplacement permanent qui fait que ce qu'on croyait être une évidence, la bonne manière de faire est en permanence remis en question. C'est aussi quelque chose que un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé sur la question des immigrés algériens en France pendant que j'écrivais L'Art de perdre, et en me disant en fait les choses qui me fascinent, c'est les petits écarts auxquels on n'aurait pas pensé, parce que oui, là, si vous êtes d'ici et que vous partez faire vos études à Paris ou à Aix, vous allez vous dire évidemment, c'est en euros, c'est pas en francs pacifiques, les gens font comme ci, les gens font comme ça, la température va pas être la même. Et puis en fait, ce qui va venir marquer la différence, ça va être quelque chose de beaucoup plus inattendu. Et ça, c'est, voilà, par exemple, à quelle distance les gens se tiennent quand ils parlent, à quel point ça change d'un territoire à l'autre, et à quel point ça vient créer des malaises et des malentendus tout le temps, c'est un truc qui me fascine. Et après, oui, j'ajoute que tous les gens que j'ai rencontrés ici, à un moment donné, ont nommé un point de leurs études en métropole, un point absolument anormal de leurs études en métropole, et que tout ça accumulé fait que je pouvais écrire sur ça, et de générations différentes d'ailleurs, parce que Louis-José m'a raconté des choses qui appartenaient à sa jeunesse à lui et qui en fait correspondent tout à fait à des choses qu'on me raconte sur des études qui ont été faites dans les dernières années. Et donc en fait on se dit ok, ce sentiment-là, oui, d'arriver d'un grand ailleurs et d'être jugé par des gens qui pensent que tout ce qui les entoure est normal alors que pas du tout, mais ils le savent pas et on va pas pouvoir leur expliquer parce qu'ils sont en majorité. Je vois bien ce que c'est. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que vous développiez le concept d'empathie violente, qui est resté une énigme pour moi après avoir enfermé votre livre. Ah, merde. Si vous m'aviez dit, après avoir écouté cette conversation, j'aurais dit, c'est bien normal. On est vraiment passé très très vite dessus. Mais après la lecture du livre, du coup, il y a vraiment un risque que j'ai mal fait mon travail sur ça. Non, l'idée, en fait, l'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de provoquer en fait des sauts d'empathie. Dans le sens où de provoquer des applications de l'empathie qui sortent généralement du cercle restreint de celles et ceux à qui on donne notre empathie. Et le terme de violent, en fait, il vient de ça, du saut que ça nécessite, et du fait que ce saut d'empathie, on le provoque chez des gens qui n'ont jamais demandé. Donc c'est involontaire, c'est pas les bénévoles qui viennent participer à cette expérience, c'est le trio décide de leur appliquer leurs actions, et les personnes sont donc les victimes de ces actions, quand même les actions en elles-mêmes ne sont pas violentes. Et à partir de là, l'idée c'est de dire comment est-ce qu'on peut essayer de créer une communauté qui comprenne de manière empathique ce que veut dire la colonisation. C'est-à-dire ne pas aborder ce sujet par les dates et les chiffres, quand bien même ces dates et ces chiffres seraient corrects et avérés et auraient un consensus scientifique sur lequel les historiens seraient tombés d'accord. En fait, la véracité de ces données-là, on sait que parfois elles échouent à produire un effet. Et on se dit, ah oui, d'accord, et puis en fait après on les oublie, et elles ne provoquent pas de mise en action, elles ne provoquent pas de tremblement. Et donc là, le trio se dit, on va réussir à venir faire trembler l'évidence du chez-soi chez les gens.
venir leur dire bah non, en fait, ce que vous croyez être votre propriété à vous, que ce soit, et cette propriété, elle est inaliénable et elle vous est garantie. On va venir vous dire que non, c'est possible en fait que ça bouge. On va vous faire sentir que votre maison est peut-être pas le lieu sûr que vous croyez qu'elle est. On va vous faire sentir que le « à moi » n'a en fait aucun sens et on va le faire par une petite série d'actions. Et comme ça, vous allez peut-être comprendre ce que ça veut dire quand après on vous parlera de dépossession, de déplacement, etc. L'expérience empathique aura permis une nouvelle écoute. Et là, j'ai peur que vous me disiez c'est pas plus clair qu'après la lecture du livre, et je sais pas trop quoi ajouter d'autre. Il y a une question ici, je crois. Merci. Personnellement, j'ai bien compris l'empathie violente. Merci. J'ai beaucoup aimé votre livre. Et en particulier parce qu'il m'a fait comprendre les événements du 13 mai. Et j'ai trouvé que l'empathie violente, c'était une façon très poétique de transcrire ce que nous avons vécu le 13 mai. Et alors, votre livre est sorti au moment des événements, je crois. Quelques mois plus tard, oui. J'ai vu dans une interview où je crois il y avait Emmanuel Djipaou, vous parliez de votre roman, et vous disiez si le livre n'était pas sorti à ce moment-là, s'il n'avait pas été terminé, j'aurais changé la fin. J'aimerais savoir comment. Alors, je crois pas, peut-être que je me trompe, mais je crois pas que je dise la fin. Je crois que je dis que j'aurais changé des choses dans le livre. Et la différence a une importance parce que je ne sais pas moi-même exactement ce que j'aurais changé. Ce que je sais, c'est que j'ai fini de l'écrire, de le relire encore et encore, et je l'ai rendu en fait à mon éditrice à la fin du mois de mars. Donc très peu de temps avant le 13 mai. Le livre est sorti de l'impression juste début mai. Et c'est un moment que j'adore parce que c'est la première fois que le livre existe vraiment en tant qu'objet. C'est pas quelque chose sur mon ordinateur, et dans ces cas-là, ça peut être tous mes brouillons aussi. C'est une vraie chose, et donc d'habitude, je le relis, le livre, une fois qu'il est sorti de l'imprimerie, en me disant voilà, c'est la première fois que je lis un livre, pas un fichier en travail. Et là, j'étais terrifiée par le fait de me dire que peut-être ce qui s'était passé le 13 mai rendait obsolète, absurde, déplacé des choses que j'avais écrites. Et donc en fait, pendant des mois et des mois, j'ai pas voulu le réouvrir. Et je sais pas exactement ce que j'aurais changé, peut-être quelque chose autour des deux jumeaux, de Célestin et Pénélope, qui sont en fait une jeunesse très silencieuse sur laquelle les adultes autour projettent beaucoup de choses. Peut-être que j'aurais insisté sur ça, sur le fait que leurs profs pensent que c'est par la réussite au lycée que ça va se passer. Le trio pense que c'est par les actions militantes que leur vie va bien se passer. TAS pense que c'est en libérant leur tristesse et en réussissant à parler que ça va bien se passer, etc. Et finalement, ils ont très peu la parole. Oui, on entend très, très rarement leur voix avant la toute fin du livre, et donc peut-être
peut-être que j'aurais bougé quelque chose autour de ça, mais je sais pas. Mais forcément que ça aurait changé des choses. C'est vrai parce qu'on s'interroge beaucoup sur cette jeunesse, en fait. Ça a été un choc, la découverte de cette violence. Vous pouvez redire, s'il vous plaît? Oui, c'est au micro. Oui, je dis, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup sur cette jeunesse et sur la violence qui l'a prise. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la poésie de votre façon de faire avec l'empathie violente. Là, c'était moins drôle, c'est sûr. Et je me dis qu'elle a besoin d'aide, vraiment, cette jeunesse. Je l'appelle un peu la jeunesse perdue. Comment la récupérer, cette jeunesse perdue? Et honnêtement, je ne sais pas trop. Si vous aviez pu donner la réponse dans votre roman... C'est ça, si j'avais su, j'aurais changé la fin et j'aurais donné la réponse à cette question. Mais malheureusement, j'ai pas eu le temps, donc... non, je sais pas du tout. On va prendre une dernière question, le temps passe. Ah oh, du coup, toutes les questions arrivent. Je vais prendre la question de Madame là-haut et puis la vôtre ensuite. Allez, 2 dernières questions, tant pis. On déborde un petit peu. Bonjour. Alors moi j'ai essayé d'être un peu articulée, je suis encore tourmentée, travaillée, intéressée par ce que j'ai lu. Merci beaucoup d'avoir offert ce temps de réflexion, ce regard. Je pense que j'ai beaucoup réfléchi, pas en creux en fait, à mes réactions, à ce que j'ai pu ressentir à la lecture, à la découverte de certains personnages, d'un regard sur le quotidien, sur le bus, sur nos villes. J'ai réagi fort souvent, j'ai été intéressée beaucoup. Je pense que... J'en tremble un petit peu. Je me demande quand... Alors sans en dire trop pour ceux qui n'ont pas fini, ce moment où vous faites irruption dans le récit, là je sentais qu'on se voyait. Ce point de vue-là me nourrissait d'empathie, je pense aussi de qu'est-ce qui aurait pu être différent. Je vous ai senti vraiment dans le vrai là. Et je me suis demandé pourquoi vous aviez choisi un personnage principal calédonien qui demande un décalage peut-être moins proche de cette vérité que vous apportez plus tard. Voilà pourquoi Tasse était calédonienne, c'était ma question. Est-ce que tu voulais faire les 2 questions à la fois? Très bien. Non, mais je vais répondre à celle-là. Par moments, j'ai des réponses qui sont intellectuellement bénéfiques pour le débat, j'espère. Et par moments aussi, je me rappelle que l'écriture de fiction, comme je le fais moi, c'est aussi une affaire de goût, de dégoût et de désir qui sont pas forcément très articulés. Et en l'occurrence, j'ai besoin de m'arracher de moi pour écrire. J'en peux plus de moi, sérieusement. Enfin, j'ai pas choisi la possibilité de créer des personnages et de vivre avec des personnages pour vivre dans un double de moi. Et donc, faire une histoire où une métropolitaine arriverait en Nouvelle-Calédonie et on la suivrait et je me disais mais je vais en permanence tourner autour de moi quoi. Et je vais plutôt faire délibérément un pas de côté et m'arracher les cheveux parfois en me disant mais est-ce que je suis capable de créer ce personnage et de le tenir
mais je préfère faire ça. Ça, je sais que je peux le faire pendant 2 ans. Je peux donner 2 ans de ma vie d'écriture à me poser ces questions-là, alors que donner 2 ans d'écriture à un personnage qui me ressemble, je peux pas. Ça m'intéresse pas, je veux pas. Je serais en dépression au lieu de me tenir devant vous si j'avais fait ça. Oui, merci tout d'abord pour cet exposé à 2 voix. J'ai trouvé ça vraiment très beau, en fait, voilà. Très chouette. Ça donne très envie de relire tous les livres de Louis-José, plus les précédents de la liste, donc c'est parfait. Et sur l'empathie violente, je voulais revenir là-dessus, parce que je trouve l'expression bien choisie. Moi, elle ne m'a pas posé de problème, mais je trouve justement qu'elle ne pose pas de problème dans la mesure où elle est tellement contradictoire dans les termes qu'on a envie de la suivre et voir ce que ça donne, en fait, quelque part. Et non, et je pense que ce que tu as dit sur la jeunesse, sur la fin alternative éventuelle que tu aurais pu écrire si la publication s'était faite après, c'est aussi une autre définition de ton empathie violente, c'est aussi une projection violente sur les gens qui ne parlent pas, en fait. Donc je tire un peu la définition du mot empathique, parce que c'est pas si empathique que ça, mais une impression d'empathie qui peut être violente dans la mesure où on prend la parole à la place des gens. Et ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important et qui renvoie à la colonisation, mais qui renvoie aussi au traitement de la jeunesse, et plus on en parle, moins on la voit en quelque sorte. Et en fait, c'est pas du tout ça que je voulais dire, c'est... Par rapport à ton trio d'activistes que j'ai vraiment trouvé inénarrable, il y a quand même une de leurs actions, alors je ne veux pas spoiler pour les gens qui n'ont pas lu le bouquin, il y a une affaire de statut, il s'agit de légèrement déséquilibré, et justement là c'est pas violent, mais en fait c'est une espèce de métaphore du rééquilibrage aussi quelque part, et je me demandais juste comment cette idée t'était venue, cette idée un peu saugrenue, mais que j'ai trouvé excellente. On va devoir spoiler pour que je réponde. Parce qu'il se trouve que pendant que j'étais ici, donc début 2023, c'était d'ailleurs pendant qu'on déjeunait chez vous, Allez Nico, qu'un copain a dit en me parlant d'un statut, c'est insupportable que la fleur soit plus grande que Chihuahua. Et je sais que c'est des dimensions réalistes, mais c'est insupportable. Et ça s'est arrêté là, on n'a pas parlé de déséquilibrer la statue, mais du coup, moi, en rentrant chez moi le soir, je me disais, mais si c'est insupportable, si c'est, voilà, littéralement insupportable et qu'on ne peut pas le supporter, donc il faut faire quelque chose. Et donc, voilà, vu qu'on sait que déboulonner les statues, décapiter les statues, c'est des gestes qui sont trop violents pour pouvoir être lus et entendus, là, la situation, la solution pacifique, douce, lente, elle est évidente, quoi. Il faut creuser petit à petit sous un côté de la statue pour réussir à la faire basculer de 36 degrés. Et normalement, à cet angle-là, on arrivera à voir qui va être plus grand que la fleur. Je suis passée tout à l'heure pour voir et c'est toujours pareil. Oui, José, tu voulais peut-être... Je laisse la parole à Louis-José et puis ensuite je vous inviterai à poursuivre les échanges de manière plus informelle. Alice et Louis-José se prêtent au jeu de la dédicace et je voulais remercier, j'en profite pour remercier la librairie Cahiers de Livres qui est là pour vous donner accès à ces livres. Je te laisse la parole pour finir. Juste quelques mots pour conclure, et encore une fois, j'aimerais m'adresser aux étudiantes et aux étudiants qui sont là. Voyez-vous, dans ce livre, Tasse, elle part aussi à la recherche de ses racines, mais rechercher les racines, ça ne suffit pas. Tasse, c'est aussi celle qui établit une relation. Et tout ce pays vit là-dessus. Les racines et la relation. Un insulaire sans ces relations, ça n'existe pas. Et ce qu'on a risqué de perdre l'an dernier, c'est ça. C'est la relation. C'est la relation qu'il faut rétablir. Les relations dans notre île sont des relations d'une histoire coloniale. Donc c'est forcément une histoire violente. Mais que les relations se soient traduites par des guerres, par des incendies, par des meurtres,
elles se sont aussi traduites par des rencontres, elles se sont aussi traduites par voilà, des moments partagés. Autrement, il n'y aurait pas autant de purs métis qu'il y en a dans notre pays. Et donc, c'est là-dessus que j'aimerais que vous quittiez cet amphi. C'est-à-dire bien comprendre que dans l'université, il y a aussi le mot universalité. J'aimerais bien que vous partiez avec cette assurance-là que la recherche des origines, la recherche des racines, ce n'est pas suffisant. Parce que toute défense de l'originalité, de la spécificité d'une culture, elle ne vaut que si on accepte que dans cette culture, il y a aussi une part d'universalité. Et c'est cette part d'universalité que la fiction arrive souvent à mieux rendre que l'histoire. Cette part d'universalité, cette leçon, je l'ai appris de ce que je considère comme mes maîtres, cette recherche de l'universalité qui pouvait exister dans la culture kanak. Bon, c'est Jean-Marie Tchibaou, quoi. Voilà. Et donc, moi, je reste marqué par cela. Et à chaque fois que je tombe sur des ouvrages, c'est pas spécialement des ouvrages, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une musique, ça peut être une sculpture, où il y a à la fois comment cette ardente obligation des racines, il y a aussi cette ardente obligation de la recherche de l'universalité qui peut exister en nous et dans les cultures insulaires. Voilà. Merci à tous. Shiori.